Dans ce deuxième chapitre, on va voir ensemble comment on peut constituer notre base de données. Les données sont le carburant de votre stratégie. Sans elles, le moteur de vos campagnes emailing ne peut pas tourner. Vous pourriez avoir le plus bel email du monde ou une offre incroyable. Mais si personne ne reçoit votre message, c'est comme avoir une Ferrari, mais plus assez d'argent pour acheter l'essence qui vous permettra de la faire rouler. D'ailleurs, dans de nombreux articles ces 15 dernières années, les données sont comparées au pétrole, notamment parce qu'elles ont un nombre incroyable d'usages. Mais ce data is the new oil. Les données sont le nouveau pétrole et largement remis en question. Et en effet, le pétrole est une ressource finie, pas les données. Alors, les données, cela se collecte. Et lorsque vous démarrez une stratégie emailing ou que vous reprenez les rênes de celle-ci, c'est un point majeur de votre réflexion. Dans certaines entreprises, l'acquisition de nouveaux contacts constitue un KPI important. Si vous vous rappelez des KPI, c'est les Key Performance Indicators ou les indicateurs clés de performance. Alors, vos clients, votre plus grande richesse pour vous. La donnée qui a la plus grande valeur, c'est simplement vos clients existants. Ils sont déjà là, ils vous connaissent déjà, et avec leurs achats précédents, vous aussi, vous les connaissez. Alors, trop souvent, l'enrichissement de la connaissance que vous avez de vos clients existants passe après l'acquisition de nouveaux contacts. L'animation de ces clients et contacts existants est aussi bien trop souvent négligée. Et donc, on va voir comment choisir notre processus de collecte. Quelle source d'acquisition? Il existe trois moments d'acquisition d'adresses email que vous devriez privilégier. Premièrement, lors d'un achat. Par exemple, l'email est une donnée essentielle lorsque l'on achète un produit ou un service. Pour votre client, cela ne posera aucun problème de vous confier cette information. Deuxièmement, lors de la création de compte ou la demande d'information. Par exemple, l'accès à un service gratuit, temporairement ou pas, le téléchargement d'un livre blanc, la prise de contact avec une entreprise. Et dans ce cas, n'oubliez pas de demander la permission de pouvoir exploiter l'adresse email par la suite. Troisièmement, ou la troisième source d'acquisition, c'est lors de l'inscription à la newsletter. Proposer l'inscription à votre newsletter peut naturellement vous permettre de collecter des adresses email sur votre site internet. Dans ce cas, il faudra évidemment avoir de bons arguments sur la qualité et la pertinence du contenu et ne pas décevoir une fois l'adresse email acquise. J'ajoute ces quelques moyens d'acquisition d'adresses email qui existent, mais à signaler qu'ils sont à utiliser avec beaucoup de précautions pour certains et ils sont même à exclure absolument. Alors, comme par exemple l'achat de fichiers, l'allocation de fichiers, le jeu concours ou encore la coregistration. Et on va passer à expliquer chaque point à part. Commençons par l'achat de fichiers. Alors en B2C, business to customer, communication ou bien communication vers les consommateurs, traduction en français, c'est simplement illégal. Vous ne pouvez pas acheter d'adresse email. Donc, à éviter absolument. En B2B, par contre, business to business ou communication vers les entreprises, c'est permis, mais pas sans risque au niveau de la qualité des adresses email, évidemment.
Alors, deuxièmement, la location de fichiers. Dans ce cas, vous ne recevez pas directement les adresses email. C'est un tiers qui va, contre rémunération, envoyer vos campagnes sur sa propre base de données. L'idée étant que les cliqueurs arrivent sur votre site et deviennent clients ou remplissent un formulaire. Troisièmement, le jeu concours. Pour attirer de nouveaux contacts, vous pouvez organiser un jeu concours, soit directement sur votre propre site, soit via une agence spécialisée. Alors, afin de participer au concours, les internautes devront remplir un formulaire qui vous permettra de collecter des données dans des adresses email. Vous devrez par contre amener du trafic vers ce jeu concours, soit via d'autres canaux comme les réseaux sociaux ou votre site internet, soit de nouveau euh, via la location de fichiers par exemple. Alors, quatrièmement, la corregistration. Alors, avec corregistration, on revient à l'idée de jeu concours, mais le formulaire va collecter pour plusieurs marques participant à l'action cette fois-ci. Attention avec le jeu concours et la corregistration. Lorsque vous passez par un jeu concours, pensez que le participant est sans doute plus intéressé par le gain immédiat que par votre marque. C'est évident. Alors, vos produits ou encore vos services. Vous risquez donc d'attirer plus de concouristes non donnés aux amateurs de concours que de futurs clients. Et d'ailleurs, ces concouristes ont l'habitude de ne pas donner leurs adresses principales, mais une adresse secondaire plutôt, à bon entendeur. Ici, je vous présente quelques grandes règles qui sont à respecter lorsque vous désirez mettre en place un formulaire d'inscription à votre programme emailing ou à votre newsletter. Alors, premièrement, soyez transparent, c'est-à-dire prévenez du contenu des newsletters et du rythme d'envoi. Deuxièmement, prévoyez un formulaire simple. Commencez par demander les informations essentielles, comme les emails, le nom, prénom, etc. Et on préférera toujours avoir beaucoup de formulaires validés que beaucoup de données collectées. Troisièmement, affichez un message de confirmation et proposez éventuellement un formulaire optionnel demandant des informations complémentaires afin de qualifier le contact. Quatrièmement, justifiez-vous. Alors, si vous demandez d'autres informations obligatoires, justifiez pourquoi auprès des internautes. Ou sinon, un numéro de portable. Ou encore, pour envoyer un SMS d'alerte, donc votre date de naissance par exemple, ou pour vous envoyer une surprise. L'essentiel, c'est d'expliquer le pourquoi de l'information. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on entend par qualifier un contact? Alors, dans le jargon CRM, ou qualifier un contact ou un client ou un lead veut dire que l'on en apprend plus sur lui, et que l'on améliore la connaissance de cette référence, que l'on ajoute de nouvelles informations le concernant dans une base de données. Ici, on a un exemple d'inscription à la newsletter de Saranza. Alors, on se retrouve avec un formulaire ultra minimaliste. Seule l'adresse email est demandée. Comme astuce utilisée par Saranza, donc, plutôt que d'ajouter un champ en plus dans le formulaire, elle demande directement si vous êtes une femme ou un homme en différenciant les clics sur deux boutons de validation différents. Dans ce formulaire, comme deuxième exemple, oui.sncf indique clairement les avantages de la création de compte.
Des justifications sont données par rapport à la collecte de la date de naissance et il rassure l'internaute sur l'usage de son numéro de téléphone mobile. Dans cette partie, on va parler de l'importance de nettoyer notre base de données régulièrement. Alors, vous vous êtes constitué une base de données. Maintenant, il faut la maintenir à flot. Malheureusement, les données sont une denrée périssable et il faut pouvoir régulièrement ou même en permanence faire le tri. Alors, tout d'abord, l'importance de la structuration, de la normalisation. Alors, il faut veiller à garder vos données structurées. Au fil du temps, des actions, des nouveaux formulaires que vous allez créer, et il y a un risque important que vous multipliez le nombre de champs dans votre base de données, jusqu'à ne plus vous y retrouver, jusqu'à avoir peut-être plusieurs champs pour les mêmes informations, et donc que celles-ci deviennent inutilisables. Alors, il est important de toujours utiliser les mêmes normes pour vos données. Par exemple, mettez-vous le numéro et le nom de voix dans la même ou le même champ, ou encore dans des champs séparés. Euh, Séparez-vous les préfixes téléphoniques par un caractère spécial. Tout cela demande réflexion et régulièrement, il faut restructurer le tout. Deuxièmement, les bounces ou les rebonds en anglais. C'est un email qui n'est pas livré en boîte de réception et qui revient vers l'expéditeur avec un message d'erreur. Il est donc important de détecter les adresses qui génèrent les bounces afin de cesser d'envoyer des messages vers des adresses. Alors, nous reviendrons plus loin dans cette formation sur ce sujet, notamment sur les différentes catégories de bounce. Troisièmement, les abonnés inactifs. Alors ça aussi, il faut absolument les nettoyer et les actualiser. Alors, le nombre d'abonnés inactifs en emailing est souvent très important. Il n'est pas exceptionnel que plus de la moitié des moments où des membres d'une liste email n'est plus ouvert ni cliqué depuis plus de 6 mois. Alors, ces inactifs doivent, au bout d'un certain temps, estimé entre 3 et 6 mois après le début de leur inactivité est une règle communément acceptée. Et donc, après, au bout d'un certain temps, ils doivent être traités spécifiquement, c'est-à-dire on voit d'un programme automatisé de réactivation et au bout d'un certain temps, mise de côté. Alors, la pertinence des messages. C'est une des attentes les plus importantes, on va dire, des destinataires de vos emails. Il est donc important d'y réfléchir en amont de la collecte de vos données. Et ici, on doit se poser la question, quelles sont les données qui vont me permettre de personnaliser le contenu des emails ou de mes emails et donc de les rendre pertinents? D'abord, il faut segmenter nos emails. Ou nos emailines corrigées. Alors, quelques exemples de données qui peuvent être pertinentes pour personnaliser ou segmenter nos envois. Par exemple, client actif, ex-client ou encore prospect, qu'il soit professionnel de santé, patient ou entourage ou famille, prospect, donateur ou ex-donateur, B2B ou B2C, décideur opérationnel, marketing ou technique, ou bien centre d'intérêt, c'est-à-dire on peut les segmenter par les centres d'intérêt. Ici, on a l'exemple du cyclisme, natation, danse, golf, football, etc. Puis, on a la segmentation. Alors, la segmentation consiste à identifier et à isoler
une partie de vos contacts en vue de leur envoyer un email dédié. Il y aura bien sûr pour objectif de répondre à leurs attentes. Si nous prenons l'exemple d'un magasin de sport, alors nous pourrons créer un segment par pratique sportive et adresser à chacun d'eux un message spécifique. On peut voir l'exemple sur cette image où on a segmenté donc nos contacts selon leur, bien sûr, activité sportive. On a par exemple les amateurs de cyclisme, les amateurs de danse et les amateurs de natation. Et comme on a expliqué, donc on va envoyer à chaque segment à part donc un message spécifique. Alors l'avantage de la segmentation ici, c'est qu'elle est techniquement simple à mettre en place et qu'elle est lisible, c'est-à-dire une cible ou un email. Et puis, on a la personnalisation. Alors, la personnalisation consiste à faire varier le contenu de votre email en fonction du profil du destinataire. La base de la personnalisation, c'est de faire apparaître directement une information contenue dans le profil de votre destinataire. Par exemple, pour lui dire bonjour, prénom bien sûr, ou prénom sera automatiquement remplacé par le prénom du destinataire de l'email. Que ça soit automatique, bien sûr, c'est le but. Mais une version plus avancée qui va vers notre objectif de pertinence et de modifier des portions entières du message. Et c'est ce que l'on appelle souvent les blocs conditionnels. Alors, si l'on reprend notre magasin de sport, on pourra changer des morceaux du message en fonction des centres d'intérêt du destinataire. Alors ici, vous avez trois blocs conditionnels. Alors, le premier en haut de l'email fait varier la promotion en fonction du sport préféré du destinataire. Le deuxième est personnalisé en fonction du magasin de rattachement de celui-ci. Et le troisième est de nouveau lié au sport préféré. Pour arriver au même résultat avec la segmentation, il aurait fallu 30 segments et 30 messages différents. 3 sports x 10, ça nous donne 30. Et on voit immédiatement l'intérêt des blocs conditionnels dans ce cas dont nous rappellerons dans la partie 3 de ce cours. Maintenant, on va passer à étudier, à maîtriser la pression commerciale. Alors, la pression commerciale estime le nombre moyen de messages commerciaux envoyés sur une période donnée. Pour certaines activités, vous enverrez 3 à 4 emails par an. Pour d'autres, ce sera 6 à 12 par semaine. Alors, il est important de comprendre la pression commerciale à laquelle vous exposez les contacts présents dans votre base de données. Au-delà d'un certain seuil, vos destinataires risquent d'être irrités et de considérer que vous exagérez. Alors, en-delà d'un certain volume, vous allez perdre le contact avec vos destinataires et ils vont vous perdre, bien sûr, de vue. Alors, ce n'est malheureusement pas aisé de savoir quelle est la bonne fréquence et celle-ci sera en rapport en fait avec différents critères liés à votre offre, comme la fréquence d'achat, la promesse faite au moment de l'inscription ou encore l'engagement du destinataire vis-à-vis de la marque. Sans oublier, bien sûr, simplifier le désabonnement au contact. Alors, a priori, le désabonnement n'est pas un comportement que l'on souhaite encourager de la part des destinataires de vos emails. Dans bien des cas, les liens de désabonnement sont difficiles à trouver
dans les newsletters et autres emails commerciaux. On voit ici l'exemple d'un pied de page d'email. Et donc, le texte tout petit en gris foncé sur fond gris clair avec seulement le mot ici qui est cliquable, c'est l'illustration que ou de ce qu'il ne faut pas faire. Réfléchissons un instant, quelle est la réaction du destinataire d'un message qui ne trouverait pas en quelques instants le lien de désinscription? Plainte, spam. Et comme nous le verrons dans la partie de secours dédiée à la délivrabilité email, donc la plainte spam peut avoir des conséquences désastreuses sur vos envois. Pour aller un peu plus loin dans la réflexion, pourquoi empêcher quelqu'un qui désire se désinscrire de le faire? Si la personne ne voit plus d'intérêt dans votre marque, dans votre produit ou dans vos actions commerciales, qui n'est plus engagée, et bah, tenter de la garder à tout prix ne fera que vous attirer des ennuis. Alors, on verra avoir un lien de désinscription bien visible et identifiable en bas de vos emails. Et puis, si vous avez des volumes de plaintes spam élevés, vous pouvez même envisager de mettre un bouton de désinscription au sommet de vos emails et pas en bas. 2 clics maximum pour se désinscrire, un dans l'email ou un sur la page de désinscription. Il ne devrait jamais y avoir besoin d'entrer un mot de passe pour se désinscrire. Et bon, imaginez que votre frustration, c'est en plus, vous avez oublié votre mot de passe. Ici, on a quelques exemples que je vais vous présenter, donc quelques exemples de bonnes et moins bonnes désinscriptions. Là, on a un mauvais exemple donc de pratique de désinscription où on a seulement le mot ici qui est cliquable. Et après le clic sur le lien de désinscription dans l'email, vous tombez sur un formulaire dans lequel il faudra cliquer par moins de 8 fois pour réussir à ne plus recevoir aucun message de la marque. Et ici, par exemple, on a comme option donc soit masquer toutes les notifications, soit masquer les notifications de recommandations de produits, soit masquer toutes les informations des deals ou des réductions, masquer les nouveautés sur des produits ajoutés à mes wishlists, masquer les notifications d'alerte de prix, bien masquer les notifications de disponibilité du produit, masquer les rappels pour l'expiration de cartes cadeaux, ou encore se limiter à un email par semaine. Et sur cette image, on a un extrait d'une bonne pratique de désinscription. Et ici, ce sont les mots se désinscrire qui sont cliquables et soulignés. Ils se détachent clairement du reste du pied de page et sont donc faciles à identifier, ce qui est moins embêtant pour nos contacts. Et on voit ici un extrait d'une page de confirmation de désinscription. Et la page d'ici la page de confirmation est limpide et en un seul clic. Soit on confirme la désinscription, soit on annule si on a cliqué par erreur, par exemple. Alors, à la fin de ce deuxième chapitre, vous devez vous rappeler de certains points les plus importants. Alors, on a appris que, premièrement, nos clients existants sont notre plus grande richesse, que vous devez privilégier les sources de contact les plus naturelles. Et pour vos formulaires d'inscription, vous devez aller à l'essentiel et rassurer vos contacts. Pensez
à garder des données propres et structurées, segmentées et personnalisées pour assurer la pertinence de vos messages, trouver le juste milieu dans votre pression commerciale et finalement, garder une procédure de désabonnement simple et accessible à tous vos contacts. Alors, dans le chapitre suivant, nous verrons comment préparer votre stratégie emailing, comment mesurer la réalisation de vos objectifs et comment planifier vos campagnes.